Jérôme Maire est officier dans l'armée de terre et rédacteur en chef du site montrecardiogps.fr. La technologie n'a aucun secret pour lui. Parfois complexe à comprendre, il nous décortique la tech au service du sportif et c'est lui notre référent technologie pour l'instant outdoor. Salut Jérôme, comment vas-tu ? Bonjour François, très bien. Bon, génial. Toi Bah écoute, on est parti pour parler d'un sujet qui intrigue. Tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde a déjà entendu parler, ou du moins. Mais est-ce que tout le monde sait vraiment ce que c'est ? On va parler ensemble du GPS. Alors, comment est-ce que ça fonctionne un GPS ? Et qu'est-ce qu'il y a à savoir sur ces fameux GPS ? Je pense que tout le monde, comme tu dis, tout le monde sait ce que c'est, mais je ne suis pas persuadé que tout le monde sache comment ça marche. Et en fait, je pense que les gens font trop confiance au GPS. Alors, pour parler déjà de manière à caler les choses, le GPS, on devrait parler en fait de système de géopositionnement, parce que maintenant, il y en a plusieurs. Alors, on l'abordera peut-être un peu plus tard, parce que maintenant, les montres, elles sont capables d'utiliser plusieurs systèmes de géopositionnement. Donc, il y a le GPS, qui est un système américain, assez vieux, mais qui a été renouvelé. Le GLONASS, qui est un système russe. Il y a en Europe le système qui s'appelle Galileo. Et Beidou, qui est un système chinois. En plus de ça, alors ça, c'est les systèmes qui sont globaux, c'est-à-dire qui marchent partout dans le monde. En plus de ça, il y a certaines montres qui sont compatibles avec QZSS. Ça, c'est un système japonais qui fonctionne au Japon et en Australie. Donc, mais de toute façon, de manière générale, tous ces systèmes de géopositionnement fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des satellites qui sont dans l'espace, et puis par une triangulation de signal, arrive à faire qu'un récepteur qui est au sol arrive à retrouver la position du récepteur. Donc, ce qui est difficile, c'est que ces satellites, ils sont à plus de 30 000 km, ils se déplacent à, je crois, 14 000 km par seconde. 14 000, ouais, 14 000 km/h, pardon. Kilomètres-heure. Ouais. 14 000 km/h. Et en fait, on voudrait que ces objets qui sont dans le ciel et qui se déplacent à 14 000 km/h nous donnent un positionnement à 1 mètre près sur Terre. Tu te rends compte un peu de la difficulté de la chose, quoi. Donc, alors, comment ça marche ? Alors, souvent, on dit qu'il faut que la montre se connecte au GPS. Mais en fait, ce n'est pas une connexion en soi. Hein. Ce n'est pas comme du Bluetooth entre un smartphone et des écouteurs. En fait, c'est les GPS, les satellites, envoient un signal de manière régulière qui donne leur position et l'horaire à laquelle ils ont émis un signal. Puis ensuite, le récepteur, lui, il écoute toutes ces fréquences et puis à partir du moment où il arrive à recevoir le signal de 3 satellites, il est capable de se positionner sur une carte en 2D. Si on veut, pour la partie qui t'intéresse, pour le trail, si on veut rajouter l'altitude, alors il faut arriver à choper le signal de 4 satellites. Et après, c'est de la triangulation tout simple. Hein. C'est-à-dire que quand la montre reçoit le signal d'un satellite, elle a la position du satellite, elle est capable de calculer le temps de trajet du signal, et puis une fois qu'elle a un deuxième satellite, alors c'est inverser les caméras, c'est pas simple. Une fois qu'elle reçoit le signal, avec le signal d'un deuxième satellite, elle a la position du satellite et le temps de trajet, donc là elle se dit qu'elle est par là, puis après elle va recevoir le signal d'un troisième satellite. Et puis, c'est comme quand, je sais pas, on l'a tous fait en maths, hein, quand on était, je pense que c'est du niveau collège ou quelque chose comme ça, et puis on a 3 droites, et puis quand elles se croisent tout au même endroit, on dit qu'on est par là. Sauf que là-dessus, la difficulté, c'est que le signal qui descend des satellites, il voyage à la vitesse de la lumière. Donc, en fait, une erreur d'un millionième de seconde, ça fait plusieurs centaines de mètres d'erreur de positionnement à l'arrivée. Et comment ça se fait alors ? Enfin, comment est-ce que précise ? Enfin, parce que quand on regarde les traces qu'on a sur nos montres, c'est quand même plutôt précis. Alors des fois, si on zoome vraiment sur
sur la carto, on est décalé un petit peu de la route, mais finalement, ça fonctionne plutôt pas mal, surtout sur les dernières montres. Alors, il y a les montres d'il y a 10 ans, peut-être pas, mais actuellement, ça marche bien quand même. Alors, ça fonctionne pas mal parce que derrière, le récepteur, il fait un travail. Euh, donc, même s'il y a une erreur lorsqu'il prend une position, ben ensuite, on va se déplacer, qu'on fasse du vélo, de la course à pied ou quel que soit le sport qu'on fait. On se déplace. Et puis, ben, la montre, chaque seconde, parce qu'en général, toutes les montres fonctionnent à peu près à un échantillonnage de 1 point toutes les secondes. Donc, chaque seconde, elle a 1 point. Et puis, ben, tu imagines que tu peux, même toi-même, hein, tu peux comprendre comment ça fonctionne. C'est que quand tu as 10 points, enfin, si tu prends 10 points et qu'il y en a 9 qui sont à peu près alignés comme ça, et le quatrième, il est là, bon, bah, tu vas dire que le quatrième, c'est une erreur. Parce que si tu courais visiblement dans une direction, tu n'as pas fait un saut de 25 mètres ou 40 mètres vers la droite. Et puis, bah, 2 secondes. Mais après, c'est là, justement, toute la difficulté des algorithmes qui sont développés par les marques. C'est que bah, chaque relevé de position, on va dire que c'est le signal brut. Puis derrière, il faut faire un algorithme pour arriver à lisser le troisième point qui est 40 mètres à droite. Bah, on va le rapprocher un petit peu de la ligne. Puis le septième point, il sera peut-être 25 mètres à gauche. On va le rapprocher un petit peu de la ligne. Et tout le travail de finesse, justement, des algorithmes, c'est ça. C'est d'arriver à lisser, mais pas trop, pour arriver à avoir une trace propre. Mais si on lisse trop, à ce moment-là, on risque de perdre des détails. Si par exemple, on descend en trail, on descend un petit chemin en lacet, bah, si tu lisses trop et que la trace, elle ne fait pas les zigzags, parce qu'elle tape un petit peu tout droit en arrondissant tous les angles, et ben, tu vas perdre peut-être que 2-3 mètres à chaque virage. Mais si à chaque virage, tu perds 3 mètres, bah, à l'arrivée au bout de 10 km, ça fera une grosse erreur, quoi. Hmm. Donc, il y a tout plein d'algorithmes qui interviennent après la réception des signaux GPS. Et ça, bah, c'est traité directement dans la montre. En fait, ce qui fait la qualité, il y a plusieurs composants pour faire la qualité de la précision GPS. Il y a d'abord la puce. Alors, la puce GPS, c'est celle à laquelle les gens pensent en premier. Et bon, alors maintenant, toutes les marques utilisent une puce qui est fabriquée par Sony, qui s'est généralisée parce qu'elle a d'autres avantages, notamment en termes d'économie d'énergie. Mais il y a encore 5 ans, il y avait 2 fabricants majeurs. Et donc, en fonction de la puce qu'il y avait à l'intérieur, ça influe sur la précision. Le deuxième élément, c'est l'antenne, parce que l'antenne, en termes physiques, la taille de l'antenne, elle est définie par la longueur d'onde utilisée. Et donc, pour les longueurs d'onde utilisées par le GPS, il faudrait que l'antenne, elle fasse, je ne sais plus si c'est 24 ou 26 cm de diamètre. L'antenne de la montre. Voilà. Ok. Ah oui. En fait, tu vois, les GPS de rando, ils sont beaucoup plus gros qu'une montre. Bon, bah, ils peuvent être plus précis parce qu'ils ont une plus grosse antenne dedans. Et si tu voulais une antenne parfaite pour récupérer le signal le plus précis possible, ben, il faudrait une antenne je te dis, je ne sais plus si c'est 24 ou 26 cm de diamètre. Bon, tu imagines bien que ta montre, elle n'est pas aussi grosse que ça. Donc, il faut miniaturiser l'antenne. Et forcément, bah, quand tu miniaturises l'antenne, bah, du coup, ça fait une moins bonne réception. Donc, même si un fabricant intègre la meilleure des puces GPS, mais avec une toute petite antenne qui donne un signal pourri à la puce GPS, bah, la puce GPS, quand elle va faire ses calculs de triangulation, on lui aura donné des données qui ne seront pas très précises. Donc, même si elle fait des super calculs, à l'arrivée, les données, elles ne peuvent pas être très précises. Et puis ensuite, la troisième composante, je vais revenir sur ce que je disais au début avec les différents systèmes de géopositionnement. La troisième composante, elle est dans l'espace, c'est la précision intrinsèque du système.
Et notamment, la plus grosse composante, c'est le nombre de satellites qu'il y a au-dessus de nos têtes. Parce que le signal GPS, c'est un signal qui a une très faible puissance. Et notamment, ça ne traverse rien de tout ce qui est dur. Donc c'est pour ça que dès que tu es à l'intérieur, si tu essayes de capter le GPS avec ta montre, ça ne marchera pas. Dès que tu es à l'intérieur d'un bâtiment, dès que tu es une montagne, j'en parle pas. Donc dès que tu es en ville, par exemple, et qu'il y a des immeubles de chaque côté, mais en fait, tous les satellites qui sont de ce côté-là et tous les satellites qui sont de ce côté-là, leur signal, il n'est pas capté par la montre. La montre, elle va devoir chercher 3 satellites juste dans la bande de ciel. Et ça, c'est facile, hein. Tu sors de chez toi et si tu veux voir, tu dis, bon, ma montre, tiens, c'est bizarre, elle ne capte pas très bien aujourd'hui, elle met longtemps à choper le signal GPS. En fait, tu regardes au-dessus de toi et tu vois la portion de ciel que tu vois. Et si tu ne vois pas beaucoup de ciel, eh ben, ça rend le travail plus compliqué pour la montre d'arriver à choper le signal de ces 4 satellites. Alors, pour ça, tu vois, j'ai noté les chiffres parce que je ne les connais pas tous par cœur, hein, mais le GPS, par exemple, il y a 31 satellites. Le GLONASS, dont j'ai parlé tout à l'heure, le système russe, il n'y a que 24 satellites. Donc, si jamais tu es dans un endroit à cause d'immeubles ou à cause d'une montagne où la moitié du ciel n'est pas visible, bah déjà, tu pars sur une base de 24 et tu n'en verras que la moitié, donc tu n'en verras que 12. Galileo, c'est 26 satellites et Beidou, c'est 35 satellites. Et est-ce que la montre peut se synchroniser avec des satellites différents? Oui, alors c'est apparu, c'est Garmin qui l'a lancé pour la première fois, je pense, sur la Phoenix 3. Ils ont introduit un mode de fonctionnement GPS plus GLONASS. Après, toutes les marques s'y sont mises. Ensuite, ils ont ajouté GPS plus Galileo. Et certaines marques, alors Garmin ne le fait pas, mais Suunto et Coros, par exemple, proposent aussi le GPS plus Beidou. Donc à chaque fois, c'est 2 systèmes complets, enfin 2 systèmes compatibles. Le problème, c'est que la montre est compatible avec ces 2 systèmes, mais les 2 systèmes ne sont pas compatibles entre eux. C'est-à-dire, quand je t'ai dit qu'il fallait le signal de 4 satellites pour te positionner, en fait, tu ne peux pas prendre 3 GPS et puis dire, bah non, s'il m'en faut un 4e, je vais prendre un 4e satellite de chez GLONASS. Parce que les 2 systèmes ne sont pas compatibles entre eux. Donc en fait, ça augmente quand même la probabilité que tu aies 4 satellites visibles dans le ciel, mais il faudra que ça soit 4 GPS ou 4 GLONASS. Et puis si tu utilises GPS plus Galileo, il faudra que ce soit 4 GPS, soit 4 Galileo. Et là, Coros, sur leur dernière montre, la Vertix 2, ils ont ajouté un mode, alors je ne sais pas pourquoi personne ne l'a fait avant, ils ont ajouté un mode avec les 4 systèmes de géopositionnement en même temps. Donc GPS, plus GLONASS, plus Galileo, plus Beidou. Le problème de ça, c'est que plus tu multiplies les systèmes, plus il faut scanner des fréquences multiples. Parce que si tu dis à ta montre de chercher des satellites GPS, alors il y a 31 satellites, donc il y a 31 fréquences à scanner pour essayer de trouver 4 signaux. Si tu fais GPS plus GLONASS, ça ne sera pas 31 fréquences qu'il faudra scanner, ça sera 55. Donc ça, après, ça pompe sur l'autonomie de ta batterie. D'accord. Et est-ce que, admettons, je commence ma course dans un système GPS et arrivé à un moment, je suis face à une falaise et mes satellites GPS ne captent plus. Est-ce que la montre est capable de toute seule aller chercher chez Galileo pour corriger et s'adapter? Alors, si tu as configuré ta montre avant de partir en GPS plus Galileo, c'est exactement ça qui va se produire. C'est-à-dire qu'elle va... Alors, je ne sais pas comment elle décide. Ça, franchement, je n'ai jamais vu le détail expliqué nulle part de l'algorithme. Donc, je ne sais pas si elle commence par chercher GPS et elle bascule sur Galileo uniquement si GPS ne fonctionne plus.
ou je ne sais pas si elle choisit le meilleur des deux au départ et puis ensuite elle bascule de l'un à l'autre. Bon, donc je ne sais pas par lequel elle commence, mais l'idée c'est ça, c'est que si pendant 3 minutes j'ai couru en captant des systèmes GPS et que d'un seul coup je capte plus de satellites GPS, eh ben, je vais aller scanner les fréquences de Galileo pour essayer de choper 4 satellites Galileo. D'accord. Et est-ce que, alors, il y a Elon Musk qui parle de mettre des satellites tout autour de la Terre. Est-ce que ça a un lien euh, avec le futur d'un seul système international? Et est-ce que ça, un jour, ça verra le jour? Alors, il n'y a pas de lien, mais la technique d'Elon Musk elle est applicable, elle pourrait être applicable à un système de géopositionnement. C'est-à-dire la technique de Elon Musk, c'est de dire, bon, moi j'envoie des satellites moins hauts, comme ça coûte moins cher, parce que la fusée, elle n'a pas besoin d'aller jusqu'à 30 000 km, elle va aller à une orbite qui est beaucoup plus basse, donc ça coûte beaucoup moins cher en carburant. Et ensuite, lui, pour son système, c'est de délivrer de l'Internet. Donc, pour augmenter le débit, il veut mettre plein de satellites. Et en fait, son idée, c'est au lieu d'envoyer un gros satellite de 4 tonnes à plus de 30 000 km, eh ben, il va envoyer 80, je dis des nombres au hasard, mais l'ordre de Hmm. grandeur, c'est à peu près ça. Ben, il va envoyer 200 satellites de 350 kilos ou même peut-être certains, alors ils appellent ça même des microsatellites, c'est-à-dire ça sera peut-être même 200 satellites de 35 kilos qui vont tourner autour de la Terre, et il y en aura plus, donc ça offrira, alors l'idée pour l'instant d'Elon Musk c'est offrir plus de débit, mais ça pourrait tout à fait fonctionner, appliqué à du géopositionnement. Et puis, bah, comme c'est les plus petits satellites, ils ont une durée de vie moins importante parce qu'ils embarquent moins de carburant. Mais c'est pas grave parce que comme ils ont coûté moins cher à envoyer, bah, on en enverra d'autres pour les remplacer, quoi. Donc pour l'instant, il n'y a aucun système géopositionnement qui a adopté cette stratégie. Mais je te dis, donc c'est pas l'idée d'Elon Musk, mais c'est tout à fait transposable. C'est-à-dire que si quelqu'un voulait, il pourrait. Il faudrait un Elon Musk bis qui se lance sur le projet. Il faudrait quelques milliards de dollars aussi. Ouais. Euh, qu'est-ce que les auditeurs qui nous... Excuse-moi. En fait, je vais rajouter un truc parce que Elon Musk, dans cette idée de constellation de microsatellites, l'idée c'est d'apporter un service Internet à des gens qui ne l'ont pas actuellement. Donc en fait, c'est vraiment de combler un vide. Là où je pense que ça serait difficilement applicable à du géopositionnement, c'est que, en fait, aujourd'hui, le géopositionnement, il marche déjà sur toute la Terre. Donc, quelqu'un qui déciderait d'envoyer plus de microsatellites pour faire un système concurrent, il comblerait pas un vide en fait, puisque les systèmes qui existent actuellement, ils remplissent déjà leurs fonctions et donc je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à apporter à essayer de révolutionner le truc face à des systèmes qui existent déjà et qui fonctionnent et dont les gens sont contents en fait. Ouais, puis peut-être qu'il y aurait des problématiques politiques aussi derrière tout ça. Je sais pas. Oui, tu vois, en fait, bon, alors, il faut bien se dire que aucun système de géopositionnement n'a été développé pour des runners. Tu vois, Hmm. à la base, c'est pas fait pour ça. Il y a quand même quelqu'un qui s'est dit, tiens, c'est quand même bête parce que on fait pas mal d'entraînements basés sur la distance. Donc, on va tourner autour des pistes d'athlétisme, alors qu'en fait, il y a un système qui mesure la distance, c'est le GPS. Donc, on va essayer d'appliquer ça. Alors, d'abord sur les GPS de randonnée, après sur des montres quand on a pu miniaturiser encore plus. Euh, mais, euh, mais à la base, ça n'a pas été fait pour ça. Et d'ailleurs, tu vois, le GPS pendant longtemps a été bridé par les Américains et pour que les militaires puissent bénéficier d'un signal qui est plus précis que les applications civiles. Et alors on retrouve un peu ces distinctions là dans Galileo.
En fait, pendant longtemps, les gens ont attendu de Galiléo beaucoup, et en fait beaucoup qu'ils n'auront jamais. C'est-à-dire que les gens attendaient Galiléo en se disant ah bah ça y est, on va enfin avoir une précision au mètre près, ce que ne nous donne pas le GPS. Sauf que Galiléo peut offrir un positionnement au mètre près. Donc il faut savoir que la dernière étude que j'avais consultée, ça donnait au GPS une précision de 3,35 mètres d'erreur. 95% du temps. C'est-à-dire que 95% du temps, tu es à 3,35 mètres d'erreur. Puis il y a 5% des points qui sont beaucoup plus loin que ça. Donc ça, via les algorithmes, comme je t'expliquais tout à l'heure, ça peut être facilement éliminé. Bon, et Galileo offre une précision à 1 mètre près. Mais ça, c'est un service qui est payant. La précision gratuite, donc celle qui utilise nos montres, c'est 4 mètres. Donc Galileo seul n'améliorera pas la précision d'une montre GPS. Parce que, alors, Garmin ne paye pas le service, enfin Garmin ou n'importe quelle marque d'ailleurs, ne paye pas le service payant. Et puis, nous, en tant qu'individus, c'est pareil, on ne paye pas le service payant. C'est réservé pour des applications notamment de sauvetage. Tu vois, quand il s'agit de trouver, je sais pas, un marin, par exemple, sur le Vendée Globe, peut-être que lui, il a un truc pour être localisé hyper précisément. Et la technologie qui est utilisée dans nos montres, c'est exactement la même que celle qu'on va avoir, par exemple, sur des puces qu'on va pouvoir se mettre sur le sac à dos ou de détection quand on part sur une course et qu'on va avoir un suivi live. C'est la même chose? Tu m'as fait peur quand tu as parlé de puces qu'on allait pouvoir se mettre. Un jour, on en aura tous une. Alors déjà que tu étais un peu innovant avec les solutions. Tu t'intéresses à l'innovation avec Elon Musk. Là, j'avais un peu peur que tu nous amènes là, le transhumanisme, etc. quoi. Non, je ne suis pas, je suis pas encore rendu là. Alors pardon, du coup, j'ai pas écouté ta question. J'ai bloqué là-dessus. Ça t'a perturbé. Non, il y a certaines courses qui proposent des systèmes de puces qu'on peut fixer ou accrocher à notre sac ou le mettre dedans et pour avoir un suivi live de notre position durant une course. Et ça, c'est exactement le même système. Eh bien, alors, je m'y suis jamais intéressé, mais je pense, oui. Alors, je pense que je sais pas, j'ai jamais utilisé de puce qui permettait de donner un suivi live. Cela dit, sur un triathlon, j'avais une puce à la cheville. Alors, c'est pas une puce, c'est un boîtier gros comme ça. Hein. Mais ça, alors, ça ne donnait pas aux gens ma position. Ça permettait de suivre l'évolution des coureurs chaque fois qu'ils passaient à un checkpoint. C'est ce que j'ai vu aussi à l'UTMB. Des fois, je ne sais plus quelle appli, j'étais allé à l'UTMB et avec je ne sais plus quelle appli, je pouvais suivre des gens. Mais je me souviens, j'avais suivi les live try. Voilà. Live run. Mais ça te permet de savoir quand est-ce qu'il passe au ravito du 73e kilomètre. Mais si ça se trouve, là maintenant tout de suite, il est peut-être déjà au 82e kilomètre. Donc je ne sais pas si toi, c'est une puce qui fait vraiment du live ou si tu regardes maintenant et si tu regardes une minute plus tard, parce qu'il doit y avoir un taux de rafraîchissement du coup relativement faible pour pouvoir avoir assez de batterie. Là, tu vois, nos montres, elles prennent une position toutes les secondes dans le mode normal. Après, il y a des montres qui proposent des modes dégradés pour augmenter l'autonomie en diminuant la fréquence de position GPS, mais du coup, tu diminues la précision et à la fin, tu peux avoir d'assez grosses erreurs. Mais le mode de base, c'est 1 point par seconde. D'accord. Ouais, si en fait, il y a un service qui est payant de la part de l'UTMB, j'ai appris ça. C'est pour ça que je te pose la question. Parce que comme je suis sur la TDS, ils proposent pour 40 € de te louer en fait une puce pour que les gens te suivent vraiment en direct, savoir où tu es précisément. Okay. Mais je pense que c'est exactement le même système en fait que ce que tu peux te retrouver sur une montre. Par contre,
Et c'était ma question suivante. C'est pas le même système, tu me dis si je me trompe, mais quand on va suivre la position avec un téléphone, c'est avec le Oui, réseau. exactement. Alors, sur le Live Track, par exemple, de Garmin, donc c'est bien ta montre qui te positionne, mais la montre, comme je te disais, c'est pour ça qu'au début du podcast, je te disais que on n'est pas vraiment connecté au GPS. Le GPS émet un signal, mais après la montre, elle fait que écouter le signal, elle renvoie rien au GPS. Euh, donc dans le cas du live track, c'est bien le GPS qui envoie toujours son signal, donc 3 ou 4 satellites qui envoient leur signal, la montre qui écoute. Une fois qu'elle a le signal de 4 satellites, elle peut te positionner. Elle transmet par Bluetooth la position à ton application sur ton téléphone. Donc ça veut dire qu'il faut avoir ton téléphone. Donc là, pour le coup, il faut avoir connecté la montre et le téléphone. Il faut être à portée de Bluetooth. Donc il ne faut pas laisser ton téléphone dans ton sac au ravito. Et ensuite, il faut avoir l'application ouverte sur ton téléphone. C'est-à-dire que si tu fermes toutes les applications de ton téléphone et tu fermes la marque là en l'occurrence, si c'est Garmin pour le live track de Garmin, la donnée qu'envoie ta montre à ton téléphone, s'il n'y a pas l'application pour la traiter et la renvoyer après, ça ne fera rien. Et ensuite, le dernier tronçon, c'est ton téléphone qui envoie ta position. Mais là aussi, il faut toujours comprendre comment ça marche. C'est utile justement pour le savoir. Non pas pour dire c'est de la merde, mais il y a des limites à chaque technologie. Et il faut le savoir pour se dire bon, bah, là, je suis dans un cadre d'utilisation où je sais que ça ne peut pas marcher. Donc, je ne vais pas dire que c'est de la merde, c'est juste pas fait pour ça. Donc, le dernier tronçon, c'est ton téléphone qui transmet la position à des serveurs de Garmin. Et donc ça va passer par le réseau 3G, 4G et puis bientôt 5G. Ça veut dire que si tu l'utilises pour aller en montagne en te disant bah, tranquille, je peux aller où je veux, de toute façon, on peut me suivre et on pourra me retrouver. Non. Si jamais tu passes dans une zone où, en montagne, une zone blanche où tu es plus sous couverture de la data, où tu n'as plus la 3G et 4G, et ben, ta position, elle passera bien de la montre au téléphone, mais elle ne passera pas du téléphone vers les gens qui peuvent te regarder. Hmm. Ouais, et puis ça, c'est exactement la même chose quand on utilise un suivi live directement depuis le téléphone. Je pense aux solutions comme OpenRunner Oui, qui Strava, proposent comme ça des suivis, même Strava, Strava. voilà, Voilà. la Beacon dans la version payante de Strava. Voilà. Hmm. Ouais, en fait, chaque outil a sa propre technologie et il faut bien la connaître avant de l'utiliser pour savoir, comme tu dis, quelles sont ses limites et savoir si c'est adapté à ce qu'on veut faire. Si on part sur un GR20 et qu'on pense avoir de la couverture réseau tout du long, ben, on se trompe un petit peu. Ouais. Alors que sur un GR34 tout autour de la Bretagne, on l'a, cette couverture réseau. Donc, c'est à savoir avant de partir. Est-ce qu'il y aurait des choses qu'on n'a pas dit sur les GPS? Alors oui, je vais rajouter une chose, c'est ce qu'on appelle le GPS fixe, parce on utilise tous le mot anglais parce que c'est simple. Tu sais, quand tu sors de chez toi, tu choisis ton profil sportif, et puis ben là, avant de partir, tu attends que ta montre capte le signal des satellites GPS. Et ben l'hiver, quand il fait froid, qu'il pleut, etc., on pourrait avoir envie de partir, d'appuyer sur Start. Alors là, en fonction des marques, il y a des montres qui bloquent carrément. Tu ne peux pas appuyer sur Start tant que le signal n'est pas vert. Et puis, tu as des marques qui essayent de te faire comprendre, en mettant du rouge et du vert, qui essayent de te faire comprendre, bon, bah, si c'est pas vert, tu ne dois pas partir. Si c'est rouge, tu pars pas. Et tu attends que ce soit vert pour partir. Bon, il y a quand même des gens qui appuient sur Start et qui veulent partir. Et en fait, et ben là, c'est la pire c'est le pire choix, en fait. Parce que donc ta montre, ce qu'elle fait à partir du moment où tu choisis ton profil sportif et qu'elle commence à écouter les satellites, elle scanne une fréquence. Ah ben non, ce satellite, mettons le satellite numéro 4, je ne capte pas son signal.
peut-être qu'il est de l'autre côté de la Terre. Le satellite numéro 7, eh ben, ah non, là, je ne capte pas son signal non plus. Peut-être qu'il est derrière un immeuble. Et puis, ben, si on lui dit de partir à ce moment-là, elle a capté aucun signal de satellite. En chemin, elle va peut-être capter le signal du satellite 3 et le signal du satellite 24. Mais elle n'a toujours pas ces quatre signaux. Puis nous, on continue d'avancer. Et sauf que peut-être que 10 secondes plus tard, elle avait le signal du 7, elle avait le signal du 3, elle réussit à capter le 23 et le 24. Mais peut-être que nous, comme on a bougé, ben d'un seul coup, le 7 et le 3 qu'on captait au départ, on les capte peut-être plus. Et en fait, ben, il arrive comme ça des fois où la montre, elle peut mettre 4 km avant de trouver ta première position. Donc en fait, quand après tu vas rentrer et tu vas mettre stop, bah, ta montre, elle va t'afficher, au lieu d'afficher une boucle, elle va t'afficher un trait comme ça. Et tu vas dire, bah, qu'est-ce que c'est que ce merde? Et en fait, c'est que bah, pendant la moitié de la boucle, elle a essayé de trouver le signal, elle n'a jamais réussi parce que tu n'arrêtais pas de bouger. Et puis un coup, bah, il y avait un immeuble qui masquait les satellites là. 100 mètres plus loin, c'était autre chose qui masquait les satellites là. Et puis un petit peu plus loin, puis après, tu as tourné. Alors de nouveau, bah, c'est plus pareil. Et donc, bah, à la fin, tu as une distance qui est complètement fausse, une trace GPS qui ne ressemble pas du tout à ce que tu as fait, mais c'est de ta faute. Alors, pour accélérer ça, les fabricants, ce qu'ils ont fait, c'est que maintenant, quand tu fais une synchronisation entre ta montre et l'application, ils transfèrent les données, les positions de tous les satellites pendant 7 jours. Ça s'appelle les éphémérides. C'est parce que, bah, voilà, comme les éphémérides à la météo servent à prédire les positions de la Lune et du Soleil, là, on prédit les positions des satellites, donc on transfère les éphémérides. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre à la montre d'accélérer parce que dès la première seconde où elle doit chercher des signaux de satellites GPS, elle va regarder sa liste d'éphémérides et elle va pouvoir calculer tout de suite que bah, le satellite 1, 7, 23 et 18, c'est pas la peine de les chercher parce qu'ils sont de l'autre côté de la Terre. Donc comme ça, au lieu de scanner 31 fréquences à la recherche au hasard, parce qu'en fait elle cherche au hasard au départ. Donc au lieu de scanner 31 fréquences au hasard dans l'espoir d'en trouver 4, ben, elle va dire déjà il y en a 16, ils sont de l'autre côté de la Terre, donc je vais essayer, j'en ai plus que 15 à chercher pour en trouver 4. Et donc là, c'est ce qui fait que les montres maintenant, elles arrivent en général, si tu es dans un milieu un peu découvert, elles arrivent à trouver un fixe en 3 secondes. Ce qui n'était pas du tout possible sur les montres il y a 8 ans, quoi. Ah, c'est intéressant, ça. Je ne connaissais pas cette technique d'éphéméride, ce qui paraît en plus très logique, que ça sert à rien d'aller chercher des satellites que de toute façon elle va pas pouvoir capter, alors forcément elle va pas savoir. Il y a aussi sur certaines montres, quand ils ne captent pas, ils demandent si on est à l'intérieur ou si on s'est déplacé de plus de 100 km. Est-ce que c'est en lien justement avec cette éphéméride? Alors oui, ce que j'ai expliqué là, les éphémérides transmises par le GPS, ça s'appelle une initialisation à froid. C'est-à-dire, ça fait longtemps que tu n'as pas utilisé ta montre, ou alors, comme je t'ai dit, tu vois, quand ils transfèrent que 7 jours, si pendant 7 jours, tu n'utilises pas ta montre GPS, ben, il va falloir refaire une synchro pour avoir les nouvelles éphémérides pour les 7 jours à venir. Ça, c'est à froid. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'initialisation à chaud. Et à chaud, c'est par exemple, tu te sers de ta montre le matin et tu veux refaire une petite séance le soir. Et bien là, ta montre, elle n'est pas conne, et elle va essayer de réutiliser les mêmes satellites qu'elle avait le matin. Parce que tu es au même endroit, le ciel n'a pas trop bougé. Et donc là, elle commence elle commence à chercher les fréquences des derniers satellites qu'elle a utilisés. Sauf que ça, si tu te déplaces, et tu le vois, ça tu le rencontres souvent quand tu te déplaces en vacances. Parce que bah, ta montre, tu l'utilises pendant des semaines autour de chez toi, elle capte bien, il n'y a pas de problème.
Puis après, tu traverses la moitié de la France et là, tu lances la recherche des GPS et ça met super longtemps. Ben, c'est à cause de ce trajet-là. Donc, ce qu'il faut, Hmm. après, c'est tout simple, hein. Maintenant qu'on a compris ça, eh ben, quand tu arrives sur un lieu en vacances, eh ben, là, tu refais une synchro avec ton appli avant de partir courir pour qu'elle remette à jour les éphémérides et puis éviter ce côté, cette histoire de comme tu n'es plus au même endroit, c'est plus forcément les mêmes satellites dans le ciel. C'est super intéressant ça. Alors le coup enfin, je l'avais déjà constaté avec les 100 kilomètres, mais j'avais jamais cherché à comprendre pourquoi il y avait cette rapidité en fait qui est enfin, bien plus rapide avant. Je mettais ça sur le compte de la capacité des montres à rechercher aussi. Ça doit jouer forcément, mais j'avais pas notion de cet éphéméride. Je pense qu'il y en a pas beaucoup qui le savent ça. Oui, bah, Euh, c'est alors en même temps c'est pas facile de le savoir parce que euh, le fabricant quand il fait sa synchro avec sa montre, il te le dit pas. Il te hmm. le dit pas que tiens au fait je t'ai transféré de ta montre vers l'application ta dernière sortie de course à pied, mais au fait, j'en ai profité pour, dans l'autre sens, remettre à jour tes éphémérides. Et attention, dans 7 jours, elles arriveront à échéance. Et pour ça, en fait, la seule marque que j'ai trouvée qui le fait, alors il faut aller chercher un petit peu dans les menus, c'est Coros. Coros, tu regarderas, quand tu vas dans le menu, système, je ne sais plus comment ils appellent ça, eh ben, tu as un écran avec un cadran autour, là, et ils te disent il te reste 3,5 jours d'éphéméride dans la montre. Et comme ça, tu peux te dire, bah, quand tu arrives à un jour d'éphéméride dans ta montre, bah, là, tu te dis ah, ok, j'ai une montre qui a une grosse autonomie, et j'ai pas besoin de la brancher souvent, mais bah, là, c'est le moment que je fasse une synchro pour récupérer les éphémérides. D'accord, ok, ok. Bah écoute, j'irai regarder. Super. Bah écoute, on en sait déjà beaucoup plus hein, sur cette technologie des GPS et comment fonctionnent nos montres et comment est-ce que ça nous traque sur nos épreuves sportives. Pourquoi est-ce que est-ce que le choix du sport qu'on va choisir sur les montres, par exemple, je pense à vélo et course à pied, où on va aller à des vitesses différentes, est-ce que ça va avoir un impact, ça, sur le GPS que la montre va choisir? Alors, ça change rien sur le mode de fonctionnement, Hmm. mais ça fait quand même une différence en termes de précision et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, du coup, je vais expliquer deux choses. Il y a quand même un mode qui est particulier, c'est le mode de natation en eau libre. Celui-là, si ta montre n'a pas de mode natation en eau libre, c'est pas la peine d'essayer de mesurer ta distance en natation en se disant je vais mettre le profil course à pied et puis c'est bon, il va capter mon signal GPS et ça sera pareil. Que je nage ou que je cours, la montre, finalement, elle s'en fiche. Bon, bah, pas du tout. En fait, quand je t'ai dit tout à l'heure que le signal GPS, il traverse rien qui soit dur, en fait, il ne pénètre pas l'eau non plus. Donc l'eau, c'est mou, mais il ne pénètre pas dans l'eau. En fait, dès que ta Hmm. montre elle est sous 5 cm d'eau, elle capte plus rien. Et donc, quand tu fais ton mouvement en natation, eh ben, dès que ta montre est dans l'eau, elle capte plus rien. D'un seul coup, tu la sors une demi-seconde, et là, tu voudrais qu'elle capte le signal GPS. Sauf que en une demi-seconde, déjà, je t'ai dit qu'elle prenait une position toutes les secondes. Donc, si elle prend la position sous l'eau, top. Tu sors là le bras une demi-seconde, top, encore. Pas de bol, tu es encore sous l'eau. Hmm. Top, ah mince, encore sous l'eau. Bon, bah, ça fait déjà 3 secondes sans position. Et puis, quand elle est en l'air, là, bah, c'est hop, attention, vite, 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 vite. Tu as une demi-seconde pour trouver quatre signaux de 4 satellites différents. Si tu ne l'as pas eu, parce que tu n'en as eu que 3, et ben hop, trop tard, tu n'as pas ta position. Donc, les fabricants. Alors, là, en plus, j'ai parlé du crawl. Si tu nages la brasse, ben, c'est C'est mort. toujours. Ouais. Il y a des fois des gens qui m'écrivent je ne comprends pas, il y a un mode natation en eau libre, qu'est-ce qu'il faut calibrer? Bon, ben non, il n'y a rien à calibrer. Là encore, tu vois, il
pour ça que je reviens souvent là-dessus, hein, et dans mes articles, j'essaye d'être assez pédagogique et d'expliquer aux gens, en fait. Parce qu'une fois qu'on a expliqué ça, bah, voilà, les gens ne poseront plus la question. Une fois que tu as dit aux gens, quand ta montre elle est sous l'eau, elle ne capte pas, bon, bah, ils diront plus que leur montre c'est de la merde, ils diront pas que ça marche pas, ils iront pas chercher une manière de calibrer la montre, bon, alors que ça sert à rien. Voilà, c'est tout, ça marche pas. Donc la brasse, ça marche pas. Donc ça, c'est les fabricants, du coup, ce qu'ils font, c'est... alors je pense que là, du coup, ça aide d'utiliser plusieurs systèmes de géopositionnement, parce que ça permet d'avoir plus de satellites à disposition et puis de faire vite. Et puis ensuite, ils ont un algorithme qui est particulier pour justement essayer de faire que ben, quand il y a un point avec une grosse erreur, ben, on le recale, mais on ne l'élimine pas, on le garde quand même. Ça nous donne un peu la direction quand même. Comme on n'a pas beaucoup de points, ben, on va essayer de s'en servir un peu. Et donc, ils ont des algorithmes particuliers pour ce mode natation en eau libre. Sinon, pour tous les autres modes, que ce soit roller, vélo, ski de randonnée ou course à pied, ça fonctionne exactement de la même manière, comme on l'a expliqué au début. Alors, cela dit, il y a quand même une différence. La vitesse, comme tu l'as dit, ça a quand même un impact sur la précision. Je t'ai dit tout à l'heure que la précision intrinsèque du GPS, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire mieux, même si tu as une grosse antenne de 25 cm de diamètre, c'est 3 mètres 35. En fait, ce qui se passe quand... alors attends, là, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais alors on va arrondir. Ou alors sinon, tu es très bon en calcul, et tu vas me dire... De baquet, c'était il y a longtemps. Bon, ouais, et puis divisé par 3600, ça va pas être facile. Bon, l'idée, c'est quand tu cours, je sais pas, on va dire quand tu cours à 10 km/h, tu fais 3 mètres, tu te déplaces de 3 mètres par seconde. On va espérer qu'on est à peu près dans l'ordre de grandeur. Donc ça veut dire qu'en fait, ta montre, elle prend une position avec une erreur de 3 mètres, tu vas avancer de 3 mètres, et elle va reprendre une position avec une erreur de 3 mètres. Donc en fait, tu comprends là que elle peut très bien, sur le premier point, elle peut faire une erreur où elle te place 2,50 m plus devant. Et sur le deuxième point, imagine qu'elle te place 2,50 m derrière. Parce qu'elle a fait à chaque fois une erreur de 2,50 m. C'est pas une Dans erreur. l'absolu, on aurait pu même ne pas bouger du tout. Exactement. Tu vois, tu as compris le truc. Donc, c'est pour ça que... et par contre, en vélo, imagine que cette fois, tu fais du vélo de route et que sur une seconde, tu fasses plus 3 mètres, mais tu fais 12 mètres. Bon, bah, tu as un premier point avec une erreur de 3 mètres, et puis 12 mètres plus loin, un deuxième point avec une erreur de 3 mètres. Bon, bah là, tu vois que tu peux faire un trait entre les deux beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça, en fait, c'est ce qui explique que généralement, les traces en randonnée sont beaucoup plus zigzagantes que les traces en course à pied, qui elles-mêmes sont plus zigzagantes que les traces à vélo. Moi, tu vois, je teste mes montres j'essaye de toujours faire au moins course à pied, vélo, natation. Puis après, en fonction des saisons, des types de montres, bah voilà, j'essaye d'emmener les montres à outdoor sur du ski de rando, faire un peu d'autres choses. Et quand je fais des études de précision au GPS, donc je pars toujours avec 3 ou 4 montres, et puis après, ça me permet de les comparer. En fait, à vélo, j'ai quasiment rien à dire, parce que toutes les montres sont très bonnes en précision à vélo. Et donc souvent dans mes articles, je fais 10 captures d'écran de traces pour dire, regardez, dans telle configuration, elle se comporte bien. Par contre, dès qu'elle rentre dans la forêt, ça commence à zigzaguer, c'est plus très propre. Puis regardez là, quand on change beaucoup de direction, par exemple quand on fait le tour d'un rond-point, quelque chose là. Puis après, je dis, et puis en vélo, un vélo, en fait, je mets une capture d'écran où j'essaye de zoomer pour voir à un rond-point un petit écart. Mais sinon, sur du vélo de route, alors sur du vélo de route, c'est pour ça que je dis vélo de route, parce que par rapport à du VTT, le VTT en forêt, ça peut atténuer le signal. Parce que, comme j'ai dit que le signal était faible et avait du mal à traverser les choses dures, en fait, il faut imaginer qu'une couche, je sais pas, quand tu as un arbre de 30 mètres de haut au-dessus de toi, ça fait 300 couches de feuilles à traverser, et juste ça suffit à affaiblir le signal et à faire que la réception n'est pas bonne. Et donc ça, on le voit, généralement les gens le voient, qu'en forêt, ça capte moins bien
que dans les champs. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis à VTT, des fois en forêt, on peut voir des traces qui ne sont pas terribles. Mais sinon, sur du vélo de route, toutes les montres GPS se valent parce que c'est un environnement qui est facile, qui est dégagé, on va à une bonne vitesse, donc ça minimise les erreurs de positionnement. Super. C'est vrai que j'avais constaté ça aussi à vélo, c'était souvent, ça respectait vraiment en fait la trace. Parce que je me suis mis au vélo récemment, donc j'ai pu constater ça, ouais, effectivement. Top, super. Bah écoute, merci pour tous ces conseils et astuces. Effectivement, tu l'as dit plusieurs fois, on peut retrouver tous tes articles sur ton site Montre Cardio GPS. Si on veut en savoir plus sur chacune de ces montres qu'on souhaite acheter et qui sortent, il y a beaucoup en fait d'innovations qui sortent chaque année chez les fabricants, et puis c'est pour les consommateurs, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Qu'est-ce qu'il me faut, de quoi j'ai besoin, est-ce que c'est nécessaire de mettre 600 €, est-ce que finalement une montre à 250 € ça fera pas aussi bien le boulot? Exactement. Alors, tu as tout à fait compris la frustration de pas mal de gens parce que les gens ne savent pas que en fait, la précision GPS, ça ne dépend pas du prix. Et qu'une montre à 200 €, en fait, elle peut être tout aussi précise qu'une montre à 800 €. Alors, la différence, c'est que derrière, la montre à 800 €, elle va avoir beaucoup plus d'algorithmes pour faire plein de calculs et donner plein d'analyses. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter des montres à 800 €, que c'est de la merde. Elles font beaucoup plus de choses que la montre à 200 €. Mais en termes de précision GPS, ce n'est pas proportionnel au prix. Ok, ça c'était aussi un message à passer, que c'était pas toujours nécessaire si du moins c'est vraiment ce point-là qui intéresse les consommateurs, c'est de savoir que c'est pas parce que vous allez prendre la montre la plus chère qu'elle sera plus précise. Et effectivement, elles font tellement de choses maintenant, nos montres, mais on pourra en reparler dans d'autres émissions, toutes ces fonctionnalités qu'elles ont, parce qu'il y a de quoi dire. Pas mal de sujets. Bon, écoute Jérôme, je pense qu'on a fait le tour du sujet des GPS, ou est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Pour le sujet du GPS, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Ça fait déjà 3 quarts d'heure. Déjà 3 quarts d'heure qu'on parle du GPS, et je pense qu'il y a beaucoup d'informations là de la part des auditeurs à digérer. On peut m'inviter, c'était quel jour le dîner de con? C'est le mardi ou le mercredi? Le mercredi soir? Mercredi soir, ouais. Je suis déjà capable de tenir 45 minutes sur le GPS. C'est beau, c'est beau. Maintenant, on va passer à la suite dans les prochains épisodes. Exactement. Et il y a de quoi dire. Allez, merci Jérôme, à bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt dans un prochain épisode.